Se nourrir n'est plus une fonction vitale. C'est devenu une attitude, une tendance parmi les plus pointues de la culture mondialisée. Au même titre que le design, la mode ou l'art contemporain, la cuisine et ses grands chefs forment une sorte de festival planétaire permanent où de nouvelles étoiles naissent chaque jour, glorifiées par la télévision et les réseaux sociaux. Monsieur Cyril Lignac. Mesdames et messieurs, Jean-François Piège, Thierry Marx. Monsieur Pierre Gagnère. Si le grand chef vit et travaille aujourd'hui sous la lumière des projecteurs, il n'en a pas toujours été ainsi. Avant de devenir un artiste, et souvent un capitaine d'industrie, le cuisinier était un simple artisan, caché au fond de cuisines souvent obscures et enfumées. Mais dans les années 60, quelques jeunes chefs français vont sortir de l'ombre et révolutionner la planète gourmande. Le grand chef n'a pas toujours été une célébrité pour couverture de magazines et plateaux de télé-réalité. Dans les années 50, il était anonyme. Il dirigeait sa brigade et suivait à la lettre les mêmes recettes formatées que ses confrères. Il n'était pas un artiste créateur de plats, mais juste un exécutant et un bon technicien. Vous êtes le propriétaire de ce restaurant? Oui, la Sole Normande, c'est moi le patron, oui. La Sole Normande? Oui. La Sole Normande à Martigues. Laissez-moi un peu rire. Au début des années 60, une nouvelle génération de chefs décide de changer l'ordre établi et de révolutionner la gastronomie française. Il paraît que le patron, Oui, le patron. l'ancien patron... Vous l'avez connu, vous? Non, mais j'ai entendu dire que dans sa bouillabaisse, il mettait des boîtes de conserve. Ah, ça, monsieur, je vous permets pas de dire du mal, monsieur. Ces jeunes chefs vont faire souffler un vent de liberté sur ce métier traditionnel qui n'avait pas évolué depuis le début du XXe siècle. À cette époque, le nouveau roman et la nouvelle vague sont en train de révolutionner la littérature et le cinéma. Au même moment, deux jeunes critiques gastronomiques, Henri Gault et Christian Millau, contribuent à cette révolution culinaire. En octobre 1973, il lui donne un nom et la baptise Nouvelle Cuisine. Il y a eu la nouvelle vague, le nouveau roman, le cinéma nouveau. Il y a maintenant le nouveau contrat social, la nouvelle gauche, la nouvelle action française. Il y a aussi le nouvel observateur. Puis voici la nouvelle cuisine française. Ils sont une dizaine à mener le mouvement pour faire changer ce métier. À leur tête, on trouve Paul Bocuse, qui est le leader incontesté. Né en 1926 dans la maison même où il tient son restaurant, il obtient la récompense suprême de 3 étoiles au guide Michelin dès 1965. Chef de bande, charismatique, il mène la troupe. Il sera aidé par des collègues qui, eux aussi, viennent de s'installer à leur compte. Les frères Trois Gros reprennent l'affaire familiale à Roanne. Jacques Pic suit les traces de son père dans l'établissement familial de Valence. Les frères Eberlin font de même dans leur fief alsacien d'Illahausern. Et Alain Chapelle reprend avec sa mère l'auberge familiale de Mionnet, près de Lyon. Quelques années plus tard, c'est Alain Sandrin et Michel Guérard qui créent eux aussi leur propre affaire à Paris. Bocuse, Trois Gros, Eberlin, Chapelle, Pic, Sandrin, Guérard. Ces hommes sont les principaux acteurs d'une véritable révolution qui va se dérouler des années 60 aux années 80. Ils ont choisi de rénover, d'alléger, de remettre en question ce qu'ils avaient appris de leur maître. Un vent de liberté va souffler sur la cuisine française. Mais avant d'entreprendre, il faut apprendre. Alors, en 1957, j'ai découvert une grande cuisine de palace de l'époque qui était celle qu'on voyait sur les gravures, c'est-à-dire une cuisine en sous-sol, mais assez haute de plafond, des fourneaux qui fonctionnaient au charbon, une espèce d'ordonnancement rigoureux avec un chef presque fort en gueule. Pour moi, qui était quand même très jeune, c'était une surprise, mais en même temps une fierté, le fait d'être dans une grande brigade parisienne. À cette époque-là, la restauration était tenue par les gens de la salle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le service en salle avait une part plus importante. Le cuisinier était juste là pour assaisonner, pour cuire. Les brigades étaient, je pense, plus
Important en salle qu'en cuisine. Les chefs, on était des gens qui étaient en premier ou deuxième sous-sol, à 50 degrés, qui avaient de la chance d'avoir à boire, ou malchance d'avoir à boire pour mettre dans les sauces. Elles terminaient pas toutes dans les sauces, d'ailleurs, les boissons. J'étais le dernier apprenti à allumer le fourneau à charbon, donc chez Trois Gros, parce qu'après la cuisine a été transformée et tout. Alors, on a l'impression que c'est Zola ou que vous êtes dans le Moyen-Âge. Non, mais il y avait un fourneau à charbon chez Jean et Pierre Trois Gros. Et voilà, et donc non seulement il fallait l'allumer le matin, mais il fallait le réapprovisionner en cours de journée, le dégorger avant le service pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait un tirage parfait. Et puis le dimanche après-midi, il fallait le ramener parce que, voilà, on a l'impression, il y avait tellement de casseroles le dimanche midi qu'on a l'impression qu'il chauffait moins. Donc on imaginait qu'en le ramenant le dimanche après-midi, ça allait mieux fonctionner. L'apprenti qui va chercher ses seaux dans le stock, et il y a des mots qui ont disparu, comme cramer ou tout ça, parce qu'on ne fait plus brûler. Mais d'un autre côté, c'est tellement formateur. C'est tellement formateur, quoi. Je veux dire, on sait que faire la cuisine, il fait du feu. Et vous, d'un seul coup, on vous donne la responsabilité du feu. L'abandon du charbon a été un grand pas en avant. Après, donc, est arrivé aussi, je le cite souvent, un matériau, disons, miraculeux, l'inox. Quand je me rappelle les planches en bois sur lesquelles on travaillait et qui étaient toutes crevassées, je disais là, si on fait une analyse de ce qu'il y a dans la rainure, dis donc, il y a empoisonné pas mal de monde. On était dans la cuisine d'Escoffier, c'est-à-dire que chaque jour, le chef saucier, le poissonnier, il y avait une carte bien sûr, mais chaque jour, il y avait des plats qui étaient proposés en plus, et on était en plein Escoffier, bien évidemment. Vers la fin du 19e siècle, Auguste Escoffier développe et théorise le menu à la française, jetant les bases de la plupart des recettes qui dureront près d'un siècle. Cette cuisine très codifiée reste figée. Impossible d'innover. Tous les chefs respectent les recettes classiques, leurs principes, le choix des ingrédients, leurs proportions. Le homard thermidor, le tourne-dos Rossini, la sole bonne femme, la selle de veau Orloff se retrouvent sur tous les menus. Beaucoup de grands chefs prenaient l'Escoffier. Il y avait le chevreuil, on prenait telle garniture. L'année d'après, on changeait de garniture. Le tourne-dos, c'était pareil. La sole, dans l'Escoffier, il y en a des pages entières. Une fois aller aux crevettes, une fois aller au champagne, une fois aller aux moules. Auguste Escoffier est un peu le Moïse de la cuisine moderne, le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois. C'est lui qui ordonnance le fonctionnement des cuisines avec la création de la fameuse brigade, sa hiérarchie, sa structure. Avec son ami César Ritz, il crée aussi la grande hôtellerie de luxe moderne. Un nouveau monde dont Marcel Proust décrira les rituels envoûtants et l'expérience rare des privilèges aristocratiques. Le fait d'apprendre les bases mêmes de la grande cuisine française classique, c'est quand même pas une mauvaise chose. Je pense que la cuisine classique, c'est un permis de conduire tout terrain pour cuisinier digne de ce nom. L'histoire a voulu qu'on bouscule un peu les habitudes et c'est devenu la nouvelle cuisine et donc les 30 Glorieuses qui ont été la chance de notre vie. Oui. Les années de Gaulle et Pompidou voient la France changer de visage. La croissance est forte, le pays en pleine reconstruction. Les autoroutes redessinent les campagnes, l'électroménager n'est pas une musique mais un business qui change la vie des ménagères. On voit se généraliser la bagnole, la télé, le rock'n'roll, les révolutions et les libérations. On veut la fin de la guerre du Vietnam et du tourne-dos Rossini. L'heure est à la révolution et nos jeunes combattants gagnent du terrain. Et là, je me trouve une place à Paris, un coup de chance, à mon avis, de chef pâtissier au crayon. Ah, c'était quand même pas mal du tout. Et c'est là où je fais connaissance des grandes brigades parisiennes. Je me sentais un peu perdu quand même, moi, petit pâtissier, petit gnôleux. C'est comme ça que les cuisiniers nous appelaient à l'époque. Du nom de la gnôle, c'est cette planche au Moyen-Âge sur laquelle on étalait les pâtes. Et puis bon, j'y ai fait ma place. Il y a eu une espèce comment dirais-je, de complicité qui s'est opérée et j'ai pu aller travailler en cuisine entre deux.
avec les uns et les autres. Et pour moi, ça a été formidable, ça a été une révélation. Ici, déjà, j'aimais bien voir ce qui tourne autour du fourneau. Je me rappelle que, je ne peux pas dire à quel âge, mais mon père m'avait appris à faire un rognon sauté en me disant, écoute, Paul, un rognon, ça se fait sauter à la poêle, ça ne doit pas bouillir. Et donc, je savais comment déglacer avec une petite goutte de madère, une petite goutte de crème, une petite pointe d'échalote, salé sur table, poivre. Donc, si vous voulez, j'aimais ça. Allez, dépêche-toi, prends ton saladier. Prends le saladier, prends son saladier, il n'a pas à venir 25 fois. Le saladier d'une main. Qu'est-ce qu'il fait là maintenant là? Allez. Les deux pôles, Bocuse et Berlin, ont jumelé leur petite ville. 432 km entre Collonges-au-Mont-d'Or, au-dessus de Lyon, et Illhaeusern, près de Colmar. Paul Eberlin fait résonner le terroir alsacien avec les meilleurs produits venus de toute la France. Le foie gras est présent dans pas moins de 4 plats de la carte. Les poissons nobles sont de rigueur et arrivent directement de Bretagne. Les gibiers, qui abondent dans les forêts voisines, se retrouvent naturellement sur la table et, dès que la saison arrive, la truffe noire envahit les assiettes. Alors mon père est parti en apprentissage chez Édouard Weber, qui était un des derniers chefs de la cour des Tsars à Saint-Pétersbourg, qui est venu, après la Révolution, s'installer à Ribeauvillé, à la Pépinière. Et mon père était un peu comme son fils spirituel. La cuisine des Tsars était une cuisine bourgeoise, une cuisine très riche, opulente. Et mon père en a d'ailleurs gardé un peu ce côté de générosité. Il voulait toujours, dans les plats, qu'il y ait beaucoup de truffes, beaucoup de caviar, beaucoup de homard, beaucoup de plats un peu nobles. Et la truffe Souvarov, c'était cette truffe entière qui était servie dans un petit caclon avec de la sauce Périgueux, truffe et foie gras, recouvert de pâte feuilletée, dont Paul Bocuse s'est inspiré pour faire sa fameuse soupe de truffe. Attention les gars, chaud devant. Les voilà, les truffes Souvarov. Bienvenue dans l'univers feutré du restaurant gastronomique, du 3 étoiles Michelin, celui qui ne vaut pas seulement le détour, mais le voyage. Le club très fermé et très réduit des plus grandes tables du monde. Quand vous accédez à la 3e étoile, c'est quand même le Graal suprême pour un chef. Alors Michelin fait partie de mon existence, hein, si bien que je dis souvent que dans un moment crucial, j'appellerai pas ma mère, j'appellerai Michelin. C'est un petit livre rouge paru pour la première fois en 1900 qui va créer ce nouveau rituel. L'automobile roule encore lentement, mais elle lance un nouveau genre de voyage. L'étape devient un rituel essentiel pour se restaurer, dormir et réparer l'engin encore fort capricieux. Le guide Michelin invente le classement des tables avec ses fameuses étoiles, dont la 3e ne sera décernée qu'en 1933. Preuve que le petit livre rouge stimule les masses laborieuses des cuisines et les fait progresser. Le restaurant gastronomique est né. Les 3 étoiles, c'était d'abord un grand choc pour mon père. Il a dit, on va perdre toute notre clientèle d'habitués. Il avait très peur de cette 3e étoile. Et quand on lui a annoncé ça, il a dit, mon Dieu, quelle catastrophe. Le guide Michelin jouera donc un rôle essentiel dans la carrière de nos chefs révolutionnaires qui décrocheront les uns après les autres la divine 3e étoile. Cette distinction suprême transformera également les décors où la nouvelle cuisine est mise en scène. Car ce n'est pas à un simple repas que nous invite le restaurant gastronomique, mais à une expérience globale et hautement élitiste. Chaque détail est mûrement pensé et précisément réalisé. De la souplesse du fauteuil au rayon de lumière qui vient illuminer la salière. Mais avant d'atteindre cette perfection, nos jeunes chefs continuent les chemins de l'apprentissage dans les grandes maisons historiques. Mon frère travaillait à Paris depuis 3-4 ans, il a fait 3-4 maisons, donc le Colisée, le Perdron, enfin tout ça.
par relation. C'est là qu'il a connu Paul Bocuse, ils ont travaillé ensemble au Lucas Carton, et moi je suis rentré donc aussi grâce à eux deux, quoi, c'est ça. Je l'ai pas choisi ce métier. Mon père me l'a imposé. Je n'y a pas eu de problème. Comme ça, pour moi, à 14 ans, mon père a dit « Tu seras cuisinier avec mon frère. » Bon, on est cuisinier. Puis, en partant de là, il nous a dit « Tu sais, il faut faire comme César. Hein. Faut mieux être le premier dans son pays que le deuxième à Paris. » Mon père a compris qu'il y avait dans la clientèle un mouvement créé par la voiture, par le tourisme. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était à Roanne, parce qu'il y avait la Nationale 7. On citait toujours les trois mêmes, du Maine à Saulieu, Point à Vienne et Pic à Valence. C'était le trio de l'époque qui se retrouvait évidemment sur l'axe nord-sud, parce qu'on allait en vacances, le client allait en vacances sur la Côte d'Azur, dans les palaces de la côte. La colonne vertébrale de la France, c'est la Nationale 7. Belmondo, dans Pierrot le Fou, la descend au volant d'une belle voiture américaine de Paris à la Côte d'Azur. Comme la fonction crée l'organe, l'automobile va créer l'étape gastronomique et contribuer involontairement à l'explosion des tables gourmandes, celles qui valent le détour et celles qui méritent le voyage. Deuxième passion de mon père, c'était les voitures. Donc mon père a longtemps hésité entre ce métier-là, dans les voitures en tout cas, et la cuisine avec son père. Et il se trouve qu'au moment où il revient dans la maison n'est pas dans une grande forme, dans le sens où il n'y a plus qu'une étoile, qu'il y a beaucoup de dettes, parce que finalement, mon grand-père, on l'appelait André le Débonnaire, mais c'était justifié par le fait que les clients ne payaient pas forcément tout le temps leur addition, surtout ses amis proches. Donc du coup, il arrive dans un contexte assez compliqué. Mon père se retrouve avec une brigade qui est celle de mon grand-père, mais qui ne va pas être forcément très accueillante pour lui. On m'a fait cette proposition d'aller travailler dans ce qui s'appelait à l'époque le plus grand cabaret du monde, et c'était vrai, qui était le Lido. Et là, évidemment, j'ai découvert un monde tout à fait différent. C'était 5, 6, 700 couverts tous les soirs. C'était intéressant pour un jeune homme à plus d'un titre. D'abord, c'était une nouvelle expérience pour moi. Et par ailleurs, il y avait toutes ces Bluebell Girls qui voltaient à droite à gauche. Il y avait ces mises en scène différentes auxquelles on assistait. C'était quand même très, très intéressant. Je voyais des vedettes, je voyais des artistes, je voyais des musiciens. C'est formidable. Et à travers tout ça, ce que je faisais était apprécié, vous vous rendez compte. Donc c'était du bonheur total. Le jeune Bocuse se forme chez Fernand Point, un mythe vivant de la cuisine et unique précurseur des révolutions à venir. Sorte de Falstaff de la gastronomie, il est l'emblème majeur, le phare, l'inspirateur de la nouvelle génération montante. Donc là, je suis resté très longtemps et entre-temps, je suis monté à Paris, j'ai travaillé chez Lucas Carton, où j'ai connu mes amis Troisgros, d'abord Jean Troisgros, qui était un ami fantastique pour moi. Ensuite, je suis revenu chez Point, et là, j'ai ramené Jean Troisgros, j'ai ramené Pierre Troisgros. Et là, donc, vous savez, on a appris beaucoup. Chez Point, j'arrive donc à Vienne, et après 10 ans ou quelques de Paris, et là, je me suis dit, ça, c'est des vacances. Parce que c'était des vacances. Une cuisine sur le jardin, une décontraction très provinciale. On était plus des pions, on était considérés comme des cuisiniers. C'était la maison par laquelle il fallait passer, et c'était une maison de formation. Il y a eu des maisons dynamiques, bien sûr, mais ici, c'était une maison où ont été formés les gens. C'était un monsieur imposant avec une lavalière. 150 kilos, 1m95, une bonhomie naturelle, une gentillesse. Je crois que c'est à lui qu'on doit beaucoup, nous les cuisiniers, c'est lui qui a compris que la cuisine était sûrement autre chose. Il n'y avait qu'un seul menu, ce qui était rare, c'était un innovateur en la question. Un seul menu qui tournait un peu avec les saisons. Fernand Point avait réussi à faire une cuisine extrêmement fine. C'est-à-dire, pour moi, c'est que peut-être a été à l'époque l'inventeur déjà des petites mousses de carottes, de haricots verts, qui n'ont peut-être pas présenté chichement. Hein. C'était des choses qui étaient faites très intelligemment, mais il avait su conquérir le cœur des femmes pour moi. C'est-à-dire qu'en leur amenant cette cuisine élégante, raffinée, tout en privilégiant la truculence pour les messieurs, faisait que tout d'un coup, tout devenait beau. Et qui avait commencé à faire ce service à l'assiette, ce service avec les cloches.
et qui a commencé à faire sortir les cuisiniers et à faire quelque chose de nouveau. Le luxe était partout, quoi. On faisait venir les trains de côte de veau de Paris dans des panières en osier, enroulés dans du linge. Voilà, tout ce qu'il y avait de plus beau était pour ici, baccarat sur les tables. Vraiment le grand luxe. Et Fernand Point vraiment incarnait cette époque-là. Et je pense on dit toujours, un grand homme ne devient jamais un grand homme sans une femme. Et Madame Point a contribué à ce que Fernand Point devienne un des plus grands restaurateurs médiatiques de cette époque-là. On lui doit beaucoup, Paul et nous, et Houtier, et puis Chapelle, sur une prise de liberté dans la cuisine. Il donnait déjà à cette époque-là une véritable expérience à ses clients. C'est lui le premier qui était quand même installé comme chef et qui a fait quand même un restaurant qui a dû garder 3 étoiles pendant plus de 50 ans. C'est l'arrivée de toute une génération de cuisiniers qui a une formation classique. Ils sont tous passés par... Trois gros, c'était Point, Lucas Carton à Paris. Et ils veulent en découdre. Ils veulent apporter leurs pattes, leur signature, mettre sur cette technique qu'ils maîtrisent parfaitement, apporter leur propre sensibilité, leur propre personnalité, marquer l'époque. C'est-à-dire on n'allait plus chez Maxime, dans tel ou tel palace, on allait chez les frères Trois Gros, on allait chez Alain Chapelle, chez Michel Guérard. Donc il y avait là aussi, il y avait une identité forte des cuisiniers qui annonçait la couleur avec le nom sur la porte, quoi. C'était quelque chose de très nouveau. Voilà la maison où je suis né. La dernière fenêtre en haut à droite. Le 11 février 1926. J'ai acheté un restaurant que je n'ai pas vu, à la Bougie. Dans un coup de folie, je suis allé au tribunal de commerce et j'ai acheté un bistrot dont on me disait, en réglant la facture, qu'il était situé à Nières. J'y suis allé le lendemain. Je me suis dit, mon pauvre Michel, qu'est-ce que tu as fait? C'était un bistrot qui était tenu par des Nord-Africains, je crois, et qui était situé devant une usine de Rivet, enfin, côté Gennevilliers. Donc c'est comme ça que j'ai démarré ce petit restaurant que j'ai appelé le Pot-au-Feu. C'est le plat qu'on mangeait tous les samedis. J'avais mis un grand bar à l'entrée, et puis des tables les unes à côté des autres, et le maximum que je pouvais faire de clients, c'était 30, à condition de ne pas avoir à se lever. Ça n'a pas marché tout de suite. Je ne savais pas quoi faire. Voilà. Je savais que j'avais fait plaisir à mes parents, et puis là, ça s'arrêtait, je ne savais plus quoi faire. Jusqu'à ce que mon ami Delavenne était venu me voir, et en me disant, Michel, arrête tes conneries, tu es en train de perdre ton temps, et crever pour crever, écoute, crève en beauté, et fais ce que tu as envie de faire. Et pour moi, ça a été une révélation complète. Et le lendemain, j'ai changé complètement ma carte, et c'est là où j'ai commencé à faire une cuisine que certains, comme Goemio, ont appelée nouvelle cuisine. We have brie and camembert, chocolat éclair, the chefs some crêpes Suzette you will adore. And I don't want to be rude, but if you do not like our food, we can show you the lobster thermidor. C'est une façon différente de comprendre et d'interpréter la cuisine avec une touche personnelle. C'est un peu comme le solfège en termes de musique, ce sont des bases. Et ensuite, l'interprétation est personnelle. Donc je trouve que c'est le début, et Michel Guérard est un des leaders du mouvement, d'une interprétation libre, d'une certaine idée de la cuisine française traditionnelle. Et c'est pas rien, c'est un mouvement. C'est une évolution, c'est presque une révolution. J'ai toujours trouvé la sauce vinaigrette stupide. Parce que entre nous, elle est là depuis des siècles, et franchement, un truc où il y a 3 cuillères d'huile, 1 cuillère de vinaigre, on peut faire mieux. Cela m'avait amené à réfléchir à une salade qui utiliserait moins d'huile, mais il faudrait compenser cette huile par autre chose. C'est comme ça que m'est venue l'idée de mélanger des haricots verts avec des copeaux de foie gras. Voilà, c'était ça la démarche. En plus, c'était quand même pas mauvais. La cuisine s'allège et se simplifie. Elle ne masque plus le goût du produit, mais le révèle. Elle est à la fois astucieuse et apporte des idées pour réinventer des plats. Elle est aussi plus technique. Enfin, elle est surtout personnelle.
Comme la musique a les 4 saisons de Vivaldi ou la 5e de Beethoven, la nouvelle cuisine aura ses plats fondateurs qui deviendront des blockbusters mondiaux. La salade folle de Guérard, l'escalope de saumon à l'oseille des frères Trois-Gros, la célèbre salade d'haricots verts croquants ou la soupe aux truffes VGE de Bocuse. Bocuse, c'est un homme qui a eu le culot de créer de la cuisine dans la grande simplicité en général. Il a retrouvé la simplicité angélique des premiers temps. Et quand on a mangé les haricots verts de Bocuse, qui sont juste des haricots verts... 2 jeunes journalistes arrivent. Un s'appelait Henri Gault, l'autre s'appelait Christian Millot. Ils avaient déjeuné à midi, ils cherchaient à connaître quelques nouveaux restaurants. Et on avait passé la journée ensemble. Et le soir, je leur dis, vous devriez remanger un petit peu. Et derrière, je vais vous faire un simple salade de haricots verts du jardin. Ça fait un peu cure à Vichy, ça, hein. Bon. Donc c'était des haricots verts cuits, craquants, parce que ce qui était important, c'était justement la cuisson. Et je dis, mais c'est ça que vous servez dans un restaurant comme celui-là? Alors il dit, ah ben oui. Alors, bon, j'ai parlé au patron, etc. Et puis finalement, je me suis dit, mais c'est ça la cuisine. Je leur dis, vous savez, c'est pas une invention. Chez Point, en 1950, on faisait déjà la salade de haricots verts, la même chose. Là, échalote, de l'échalote grise, et puis bien sûr, des champignons de Paris, émincés. Et là, donc, on remue bien. Et c'était ça, finalement. C'était d'une simplicité. Et là, ils ont dit, voilà, ça, c'est de la nouvelle cuisine. Allez, 4 volailles vessie, là. Après, c'est la grande cavalcade. Les journalistes commencent à s'intéresser à nous. C'est d'ailleurs Paul qui nous envoie Gault et Millot en leur disant « Allez voir ce qui se passe à Roanne ». Comment, moi, à ce moment-là, je me rends compte que je suis dans un mouvement? Ben, c'est en lisant la presse. C'est en lisant Gault et Millot et tout ça. Et c'est là où j'apprends en fait que le saumon à l'oseille que je dois faire par dizaines tous les jours, c'est là que je lis, mais c'est la première fois qu'un poisson est servi en escalope, est poêlé quelques secondes, avec la sauce dessous. À ce moment-là, je dis, mais oui, d'habitude, moi j'ai toujours vu, dans les repas de communion et de mariage, la sauce était dessus, et c'était soit des gros morceaux. Là, on était en escalope, très peu cuite, et cette sauce qui était posée sur l'assiette, et le poisson ensuite sur la sauce. J'allume le gaz, je prépare ma sauce, je mets un peu de vin blanc dedans, et j'allume. À la suite de vacances avec mes parents à Pérorade, dans les Landes, on s'était aperçu que les Béarnais mangeaient le saumon de l'Adour, qui s'empêchait, hein, des magnifiques saumons, les meilleurs d'ailleurs, les mangeaient sous-cuit. Un saumon sous-cuit, c'est ça la vérité. Autrement, s'il est trop cuit, ça devient du coton hydrophile. Il faut qu'il soit sous-cuit. Mais comment faire admettre ça à des gens du centre? Une belle crème soupe que j'ai pris ce matin, qui nous vient directement de la ferme, qui a été aussi un facteur de la réussite de ce plat. C'est là qu'est née l'idée du saumon à l'oseille, qui a fait le tour du monde, parce que le fait de l'escaloper nous permettait de juste lui donner un aller-retour dans la poêle et de le manger sous cuit sans que le convive voit la sous-cuisson. Il se régalait de ça parce qu'il était sous-cuit. On assaisonne du côté extérieur, donc du côté où il y a encore un peu de limon, tout ça, pour que la belle face arrive en deuxième position. Et un jour, mon père mange avec Courtine, le rédacteur de la chronique gastronomique du journal Le Monde. Alors on dit, tiens, on a mis ça au point un peu. Donc Courtine et mon père disent, oh ça c'est super, c'est léger. Donc je mets mon oseille. Vous voyez, je la déchire à la main. Courtine, dans son article du samedi, met un titre « Enfin un saumon intelligent ». Alors un saumon intelligent, ça interpelle, quoi. Ce qui fait que la cuisine est intéressante, c'est que c'est pas une science exacte. Et du coup, c'est parti comme une bombe. C'est bien qu'on en a fait des milliers, et que ce plat, qui est simple, qui est devenu économique grâce à l'élevage du saumon, et
Il se retrouve sur toutes les cartes du monde. Allez, je crois que vous passez à table. Allez, mangez, parce que ça va refroidir très vite. On était une espèce de navigateurs qui partaient comme des fous sur des mers calmes ou démontées, mais on y allait. À l'époque, je travaillais chez Paul Bocuse quand cette nouvelle. Et Paul Bocuse, à l'époque, était avec Roger Verger, avec Alain Chapelle, avec qui avait encore Guérard. Il était très porté par cette nouvelle cuisine. Il était le premier à vouloir. On servait des asperges avec, je me souviens, avec des asperges vertes magnifiques du midi avec une sauce beaujolaise. C'était une mayonnaise avec une réduction de vin rouge. Et il les servait craquantes. Et alors les gens, à l'époque, les clients les renvoyaient parce que c'était pas cuit pour eux. Ils disaient, mais non, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut les manger. Ils savent pas bouffer. Je partais d'une mousse et je m'amusais, je me souviens, j'ai fait pendant quelque temps une mousse de coquille Saint-Jacques, donc traditionnelle, cuite dans un moule à ramequin, dans un moule à crème caramel, si vous voulez, que je démoulais sur l'assiette et que je mettais une chose autour. Mais la mousse elle-même était d'une légèreté qu'on n'avait jamais obtenue. Et quand on ouvrait cette mousse, ce gâteau-là, d'un seul coup coulaient des morceaux de coquille Saint-Jacques et une sauce avec des crevettes, etc. Vous voyez, des surprises comme ça qui n'avaient jamais été faites, mais surtout qui étaient d'une qualité supérieure. Les mousses de l'époque étaient un peu doum-doum, celle-là, on rentrait dedans comme dans un nuage. La nouvelle cuisine, pour moi, on ne va pas le caricaturer par un plat. C'est le monde de la grande cuisine est un monde qu'on connaît, codifié. Et la nouvelle cuisine, c'est l'ouverture. Quand on poivrait un élément, on le poivrait et on le retournait. C'est-à-dire que si on avait un tour de moulin, il ne fallait pas qu'on voit les grains de poivre noirs. Donc on le remettait sur l'assiette. Ça, c'était les codes de cuisine. Et bien voilà, on s'est dit qu'on pouvait tout faire. Et c'est eux qui ont ouvert le monde, qui ont ouvert la cuisine à tous les ingrédients. On va vers une cuisine un peu plus légère. Et donc, ce qui nous amène, mon frère et moi, et quelques collègues bien connus de l'époque, qu'on a appelé après la nouvelle cuisine. Le mot nous plaisait pas du tout, d'ailleurs, on trouvait ça présomptueux. C'est les journalistes qui ont lancé le nom, en particulier Goemio. Puis ça a pris ses marques et c'est resté l'époque de la nouvelle cuisine. New French Cooking. Cooking some lunch, yeah. 'Cause I got a hunch, girl, that you're hungry too. Et l'idée de génie, c'est de unir et de réunir la diversité des cuisiniers émergents de cette époque des années 70. Dans leur diversité, de préempter la grande cuisine française comme une association de copains, d'amis, de confrères, avec des expressions culinaires déjà diverses et différentes et variées, de manière régionale, des interprétations. Et c'est ce mix-là, finalement, c'est ça, la grande cuisine française de l'époque. Guérard, à ce moment-là, on avait été le voir à Asnières, là, quand il avait son petit bistrot au coin de la rue. On y avait été, je me rappelle, avec Gaston Lenôtre, Paul et moi-même. Dans ce petit, enfin, on avait mais le personnage de Guérard Ségara, hein, c'est quand même quelqu'un qui pense beaucoup et qui a du talent et de la classe. On retrouverait entre un Pierre et Jean Troisgros qui avait travaillé chez Lucas Carton ensemble, d'un Paul Bocuse qui avait travaillé avec Pierre et Jean Troisgros, je reviens là-dessus, Alain Chapelle qui avait travaillé avec les frères, etc., etc. Il y avait ces chemins de loyauté qu'on trouvait dans ce métier. Et puis, il y avait... ce qui est fort, c'est cette parole donnée. C'est-à-dire qu'il ne se serait jamais fait faux bond. Comment est née l'aventure Goemio, si ce n'est que Paul Bocuse envoie chez Troisgros, qui est à Roanne, monsieur les Goemio, Christian Millot, etc., etc. Bonjour Paul Bocuse. Vous êtes bien matinal ce matin.
Et à l'époque, on n'était pas concurrents, on était amis. Et Paul a été le fédérateur de tout ça. C'est un vrai chef de bande, quoi. Paul est une locomotive. Il est très leader. Il y a des fêtes extraordinaires qui se passent à Collonges. Le nombre de fêtes qu'il y avait, moi je me souviens, Paul va faire une fête pour ça, pour le printemps, pour ci, pour ça. Enfin, Paul Bocuse, vous pouvez pas nous servir un petit peu là de Saint-Véran là pour, oui, vous n'avez pas l'impression que c'est qu'une bouteille, on va pas aller loin. Oui, mais il y en a une. Pour moi, 65, c'est les 3 étoiles de M. Paul, c'est Aline et c'est Capri, c'est fini. Voilà. J'avais remarqué la grande amitié entre Paul Bocuse et Jean Croireau. Moi, les 2 mois que je suis resté, j'ai vu Jean Croireau peut-être 6-7 fois. Donc il était vraiment très copain. Et Jean Croireau venait très souvent. Et j'ai pu apprécier à cette occasion le côté aussi enfantin et le côté jovial de M. Paul. Jamais nous donc un coup de Beaujolais qu'on le goûte. C'est ça qui est important, vous comprenez, parce que nous sommes dans une région viticole où on boit le Beaujolais à toute heure de la journée et de la nuit, et donc et on le goûte parce que on goûte ce qu'on vend, et ça c'est important. Et vous voyez, après l'effort, il n'y a quand même rien de tel. Hein. Paul Bocuse, d'une certaine manière, m'avait un peu pris sous son aile. C'était quelque chose de très sincère qui a fait que spontanément, je me suis trouvé pris dans ce cercle-là, un cercle qui n'engendrait pas la mélancolie. Paul Bocuse n'arrêtait pas de faire des bêtises. Ah, il faut les voir, les Bocuse, Chapelle, Croix-Gros, Sandrin, se remplir la panse et lamper le Beaujolais gouléant. Oui, monsieur Bocuse, le petit salaud haricot rouge. C'est vrai. Et nous allons manger un bon cassoulet, se taper une bonne bouteille de Bourgogne. Et justement, on a opposé ces 2 cuisines alors que c'est ridicule. Oh ben chez chacun de nous. Hein, oui, exactement. Levez votre verre pour le camembert, le roi des fromages de la terre. Jacques Martin, que vous voyez là, qui est venu chez Castel, prêtait main forte à ses amis Henri Gault et Christian Millot pour y faire la cuisine en leur compagnie. Vous assistez à la préparation d'un dîner destiné à 6 chefs parmi les plus réputés des régions françaises. Paul Bocuse, de Pont-de-Collonges à Lyon, Croix-Gros, Roanne, Outier, à la Napoule, et Berlin, à Île-Euzerne, près de Colmar. Donc tous les coins de la France, le nord, le sud, l'est et l'ouest, sauf Paris. Voici maintenant tous ces grands chefs en train de dîner avec les plus jolies femmes de Paris. Fantastique. C'est très différent. Oh, les gâteaux, les gâteaux! Et la soirée s'achève très joyeusement pour les uns, plus difficilement pour les autres, mais toujours sous le signe de la gastronomie. Il est futile de vous acharner, vous ne pourrez pas l'améliorer. Ne le mettez pas dans la friture, il est meilleur manger nature. Le camembert. Je me souviens, mon père était très proche de Paul, mais il était très très proche d'Alain Chapelle. Alain Chapelle était probablement un de ses meilleurs amis, et Paul et Berlin. Voilà, c'est vraiment les 2 amis proches qu'il a. Je me souviens de Jacques Pic qui téléphonait le matin en cuisine. Marc, bonjour, est-ce que je vous dérange? Non, pas du tout, monsieur Pic. Je peux parler à Paul, mais si je le dérange pas, si je le dérange, je rappelle. Je dis, mais non, il est à côté de moi, je vous le passe. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, Jacques Pic aussi, et de très discret, un peu comme mon père. Il y avait aussi cet honneur que nous portions en nous, qui était de reconnaître le talent de l'autre. Ça, c'est très important. Lorsque le président Giscard d'Estaing remet la Légion d'honneur à Paul Bocuse en 1976, la révolution des chefs est proche de la victoire. En recevant à l'Élysée les plus grands cuisiniers de l'époque, le chef de l'État confirme
que le grand chef français est devenu un personnage important de la République. La créativité dont les chefs de la nouvelle cuisine font preuve repose avant tout sur un savoir-faire innovant, une grande technique et une rigueur exceptionnelle. Tous ces chefs vont inventer une nouvelle virtuosité. Dès que je suis rentré à l'apprentissage, les gens que j'avais en face de moi, ils m'ont très vite fait rêver. J'ai été fasciné par les gestes. Si on dit des métiers manuels, mais on est surtout des métiers gestuels. Et la précision des gestes est fascinante. Quand Jean Troisgros décrochait une casserole, il la prenait de la main droite, la décrochait de la barre à dents, attrapait la queue, la posait, mais pas la posait, la faisait atterrir délicatement sur le fond. Il n'y avait pas un bruit. Bon. Et pendant que sa sauteuse chauffait, il assaisonnait les viandes, mais avec un geste tellement précis. Vous auriez pris un microscope, vous auriez vu que la pluie de sel, tous les grains, je suis sûr, étaient équidistants, tellement c'était précis. Et il terminait le service, il n'avait pas une tâche. I'm in the mood for food. I'm in the mood for food. 11 o'clock, time to stop and enjoy a little treat. Break out a box of bourbon biscuits, what a joy to eat. Moi, personnellement, je suis un appliqué. Et je ne peux pas être appliqué dans un brouhaha. Je trouve qu'il y a nécessité, pour que l'équipe soit bien rodée, qu'il y ait unanimité de pensée. Il y a une extraordinaire photo de cuisine. C'est une photo de Jean Troisgros avec un de leurs premiers de l'époque, où les yeux des deux ouvriers sont dans la pensée exactement où ils doivent être. Et parallèlement, ils avaient une telle habitude de travailler ensemble. On voit deux mains qui se tendent comme ça, et deux mains qui se croisent. C'est-à-dire Jean devait prendre le sel, et l'autre peut-être un couteau, mais tout en ayant l'attention tendue par ce qui se passait ou sur le fourneau ou ailleurs. La parfaite préparation, le parfait assaisonnement, la parfaite cuisson, la juste réduction, la parfaite harmonie avec la garniture, l'harmonie entre le contenant et le contenu, l'harmonie et l'intégration dans l'espace d'une salle à manger d'une extrême qualité. Voilà, tout ça, c'est cette espèce de juste tempo dans tout ce qui compose le plaisir d'être à table. Ça, je le découvre chez Chapelle. 2 fois les 5 poissons. Oui. Et pour terminer, 2 poulards de langoustes. Alain Chapelle est un des meilleurs exemples de ces chefs qu'on peut qualifier de surdoués. Des images tournées en 1984, 8 ans avant sa mort, ressuscitent miraculeusement cet artiste incomparable de la gastronomie. Franck, tu vas avoir un foie gras avec une salade de légumes. Quand vous êtes prêt à la gelée de langoustine, vous signez à Jacques pour la grenouille au beurre. La salade de légumes sans de taille. Parmi les apôtres de la nouvelle cuisine, Chapelle tient une place à part. Réservé, cérébral, mais passionné, il a laissé un souvenir indélébile chez tous ceux qui l'ont connu. Et surtout, sa cuisine reste un véritable mythe que les initiés se remémorent avec emphase. Je n'ai jamais regoûté la terrine de lièvre d'Alain Chapelle. Et moi, je cours après ça chaque hiver. Je cours après cette terrine que j'ai qui est complètement dans ma tête. Et je me bats avec moi-même pour essayer de l'offrir. Je ne sais pas si j'y arrive. C'est du pied, les petits doigts. Elle était grasse, elle était friable. Elle avait une belle couleur blonde orangée. Mais c'est peut-être le rêve, hein. Elle était sûrement ni blonde ni orangée, mais je la vois comme ça. Et elle était tout simplement délicieuse parce que elle était pas sèche, elle était pas trop grasse, elle était très très longue en bouche. Le goût n'était pas brutal, c'était pas agressif, c'était tout simplement subtil. Voilà. Et
dans cette terrine, je voyais l'intelligence et la tendresse du cuisinier. Parce que même s'il y a beaucoup de monde, même s'il y a beaucoup de monde, c'est un petit peu comme un salon d'opération, si vous voulez, hein, où le chirurgien tend la main, passez-moi le scalpel, passez-moi le, etc. Les âges, on entend tirer vos vidéos parce que les vidéos sont fermées. C'est réellement une profession de passionné. Tant que la passion dure, l'esclavage, vous ne le sentez pas. Hein. C'est une profession qui est très difficile. Très difficile. Nerveusement, moralement. Il faut avoir un physique, je dirais presque à toute épreuve. Et moralement, pourquoi? Peut-être parce que les cuisiniers, comme tous les artisans qui répètent les mêmes gestes au plus haut niveau en permanence, sont sans doute des gens anxieux. Oui, anxiété égale passion. La cuisine que je fais maintenant est sans doute déjà un peu différente de celle d'il y a 5 et 10 ans. Et j'espère que dans 5 ans, elle sera aussi différente. Mais le souhait, c'est peut-être la simplicité totale, finalement. Le retour à la simplicité totale avec la bouteille de vin la plus exceptionnelle et le poulet rôti le plus formidable. Je peux parler des chefs que j'ai rencontrés qui ont fait naître chez moi le désir. Alain Chapelle, pour moi, c'était un virtuose, c'était un littéraire, c'était quelqu'un qui était bien au-dessus de la cuisine. Sa cuisine, c'était un lien social avec les autres, pas plus. C'était une forme de transmission, mais c'est quelqu'un qui avait une autre dimension que les chefs que j'ai pu rencontrer. Un cuisinier qui va au fond des choses rencontre très souvent un musicien qui va au fond des choses, ou un musicologue, ou un écrivain, Et j'ai quelques amis qui m'ont totalement ouvert les yeux, et par des premiers disques, comme moi je leur avais ouvert les yeux au niveau d'un premier cigare, ou d'un Armagnac, ou même d'un repas. Je préparais le déjeuner de monsieur et madame Chapelle. Madame Chapelle, mère, Eva Chapelle et Alain Chapelle. Voilà, donc j'attendais avec impatience la sortie du déjeuner d'Alain Chapelle à 12h05. La note tombait tout de suite. Pas de commentaire, c'était bien. Un commentaire positif, c'était magnifique. Mais c'est une notation sous pression, une forme de pression. Alors, est-ce que c'était lui qui la mettait ou c'était moi qui la prenais? En tout cas, j'avais la pression de préparer le déjeuner d'Alain Chapelle. La nouvelle cuisine met le produit au premier plan pour en sublimer la saveur. Les héritiers vont continuer sur la même voie, toujours au plus près du goût, en mêlant pureté et virtuosité. La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Vous avez un produit devant vous, qui est bien sûr comestible, et juste sous votre action, de découpe, de cuisson, d'assaisonnement et tout, vous allez le transformer en plaisir. C'est un kiff. C'est un kiff. Moi, c'est tous les... Chaque assiette qui sort de la cuisine m'émerveille. Cette transformation est magique. Quand on parlait de vélo, on parlait de Poulidor. Quand on parlait de voiture, on parlait de Fanjo. Ben, quand on parlait de restaurant à Valence, on parlait de Pic. Donc, quand tu as envie de te destiner là-dedans et que, comme moi, tu es valentinois, ben, Pic, c'est le maillon essentiel. Anne-Sophie Pic est arrivée en cuisine quelques mois avant la mort de son père, en 1992. Aujourd'hui, elle figure au rang des créateurs culinaires les plus inventifs. Elle a retrouvé en 2007 la 3e étoile perdue après la mort de Jacques Pic.
Après sa disparition, j'ai plus su encore en mémoire le visuel de ses mains et son travail que son propre visage. Il maîtrisait d'une façon extraordinaire. Et la gestuelle, pour moi, en cuisine, je comprends ce que je voyais et qui m'étonnait et qui me fascinait chez mon père parce que j'ai appris à cette gestuelle aussi et pour moi, elle compte énormément. C'est une personne très discrète, il se tient devant le restaurant, il salue quelques clients et il me tend sa main tout doucement. Je pense que j'étais aussi timide que lui, mais lui, il était, étant un monstre de la cuisine, qu'il soit timide, c'était bizarre. Mais il caressait le produit. Il le prenait, il le caressait, c'était très fusionnel en fait. Je pense qu'il faut couler ça. Et goûter avec l'huître après. Mais je pense que mélanger les deux comme ça, enfin, oui, c'est pareil, est-ce qu'on mélange les deux saveurs ou est-ce qu'on les fait en parallèle et c'est pas pareil. Moi j'aime bien le Pérou aussi, hein. Il est super bon. Même quand il faisait le queue d'écrevisse, il y avait une rapidité phénoménale, mais dans la façon dont les gestes étaient faits, il y avait une douceur. Moi la douceur je la mets presque plus à la finition et je pense que mon père la mettait même au départ, quoi. Il répétait toujours cette phrase, on fait un passage sur la terre, il faut donner maximum de bonheur aux gens. Voilà. C'était vraiment quelqu'un c'était un sacerdoce. Je me souviens du damier de foie gras et rouget, qui était quelque chose d'assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'il entourait des petits cubes de foie gras qui poêlaient dans une petite feuille d'épinards. Et il y avait des petits carrés de rouget et ça faisait comme un damier dans l'assiette. C'était juste magique parce que associer le foie gras au rouget à l'époque, c'était assez extraordinaire. Donc ça, le berlingot, on a un coulant de banon à l'intérieur, émulsion à base de cresson, gingembre, thé matcha, bergamote. C'est acidulé, en même temps assez puissant au goût, assez piquant, pour compenser le côté très gourmand du berlingot. Alors, le chausson aux truffes, c'est une truffe entière, qui est cuite dans une pâte feuilletée, comme un chausson, qui est avec une barre de lard gras mais très très fine, qui est censée vraiment fondre à la cuisson. Et la bataille, c'était est-ce qu'on faisait une cheminée ou est-ce qu'on fermait complètement le chausson. Donc mon grand-père faisait une petite cheminée et mon père, lui, l'a complètement fermée, c'est hermétique complète. La truffe, quand elle cuit dans le chausson comme ça, elle a une fermeté entière. On goûte jamais une truffe en épaisseur comme ça. On est toujours sur des lamelles, maintenant on est sur du cru. Donc cuire, c'est très très particulier. C'est pas écœurant, mais c'est presque surdimensionné de manger une truffe entière comme ça. Ça a bercé mon enfance, ce plat. Je connais, j'ai encore le goût en tête. La coco. 2 minutes, Tamaki ? Autant Jacques Pic a vécu dans une extrême discrétion, autant Paul Bocuse, le seigneur des fourneaux, fait feu de tout bois pour attirer la lumière des projecteurs. Chez M. Paul, j'ai vu la première fois arriver les médias qui arrivaient. Alors, un jour, il y avait une télé, le lendemain, il y avait un journal. Et c'était vraiment le premier chef qui a vraiment, je crois, était aussi présent dans les médias à l'époque. Quand il y avait une photo, nous on était là où on se met, lui, toi tu te mets là, toi tu te mets là. Il m'expliquait toujours, sur une photo, ne te mets jamais au milieu parce que si c'est une double page, t'es sous les agrafes. On vous surnomme le roi des coques, le Napoléon des fourneaux, l'ambassadeur de la cuisine française. C'est un petit peu pompeux tout ça, non? Oui, mais enfin les journalistes, il faut bien qu'ils trouvent des titres. Ils n'ont pas beaucoup des fois d'idées, donc il faut bien trouver des titres. Je crois qu'on mange très bien à Lyon, et surtout maintenant, car nous avons des produits de qualité qu'on ne pouvait peut-être pas avoir avant. Lyon est le garde-manger de la France, entouré des meilleurs crus de vin et des meilleurs produits, et aussi avec la volaille de Bresse. C'est une volaille d'appellation contrôlée comme le vin. Elle doit avoir les pattes bleues, les plumes blanches et la crête rouge. Des légumes, chérie, mais seulement de bonne qualité. Des légumes, c'est dit que chaque région a sa spécialité. C'est pour ça que je dis à Lyon, il n'y a pas de bon chef, il n'y a que de bons produits. Avec de bons produits, c'est facile de faire de la cuisine. Eh bien oui, me voilà encore dans un marché.
Et pour moi, il n'y a pas de bonne cuisine s'il n'y a pas de bon marché. Achetons des tomates fin juillet, début août. Achetons des cerises au 15 juin. Les volailles de Bresse sont des volailles qui sont comme le vin, d'appellation contrôlée. Un bon chef avec de mauvais produits fera toujours une cuisine très moyenne. Mais enfin, les bonnes fraises, pour moi, elles sont fin mai, début juin. Donc c'est une des seules volailles au monde d'appellation contrôlée, elle est comme le vin. La nouvelle cuisine, oui, il y en a une, mais il y a surtout la bonne et la mauvaise cuisine. On veut toujours mettre la querelle entre l'ancien et le nouveau. Finalement, pour moi, il n'y a qu'une cuisine. Hein. Oui, la bonne, La bonne est d'utiliser de bons produits. Puis ils ont su communiquer très vite avec les outils qu'on leur proposait. Et comme il fallait absolument communiquer pour exister, et qu'effectivement il n'y avait que 2 chaînes, voire ensuite 3 chaînes, eh bien, ils sont tout de suite aguerris à la prise de parole. Ceux qui n'y sont pas aguerris ont disparu plus vite que les autres. Mais ceux qui s'y étaient aguerris, je pense à des gens, Paul Bocuse, qui d'ailleurs, si on écoute, ces gens-là ont 62, 70, c'est pas la même allocution. Et quand on les écoute dans les années 80, c'est une autre allocution. Ces gens qui ont, encore une fois, qui étaient des esprits disponibles et qui savaient tout de suite prendre ce qu'il y avait de bon et de quel outil ils allaient pouvoir se servir. Comme ils l'auraient fait en cuisine avec un couteau d'office, eh bien, ils ont maîtrisé le couteau d'office et l'œil de la caméra, eh bien, ils l'ont maîtrisé très vite. Moi, j'étais même à une époque chez Trois Gros où Christian Millot est venu passer une semaine pour travailler avec nous. On savait même pas qui il était, quoi. Et après, on a vu le reportage, on a dit ah c'était lui, quoi. On n'a même pas fait attention, nous, toute l'équipe de cuisine. On savait pas qu'on avait un journaliste au milieu de nous, mais qui faisait, je sais pas, qui cassait les haricots verts, qui vidait les culs de poulet, enfin il a travaillé à un rythme de même pas de cuisine, de marmiton. Il n'y avait jamais eu avant une prise de conscience que dans la cuisine, il y avait des gens qui travaillaient avec rigueur. Ça peut paraître très compliqué, mais finalement, c'est la cuisine simple. Ça, oui, bien Cuisine sûr. sans... On peut quand même pas faire ça tous les jours, quoi. Faut être honnête. Non, une fois tous les 20 ans. Après les guides, les livres, la presse, les chefs se lancent à l'assaut de la télé. 40 ans avant Top Chef, Master Chef et autres télé-réalités culinaires, ils inventent la cuisine cathodique. Qu'elles sont belles, vos casseroles, elles sont épaisses. Assaisonnement. Oh, pour moi, c'est à point. C'est vrai? À point. De l'autre côté. Voilà, très bien, oui. Oh, c'est très bien, c'est sublime. Quelques branches de persil que l'on concassera au dernier moment. Elle s'est parlé maintenant, on attaque. Et puis une garniture de 2 ou 3 poireaux par personne. Alors je pense... Vous êtes absolument content de ce que vous mangez? Écoutez, c'est ravissant parce que je suis avec des gastronomes américains qui me disent c'est le meilleur restaurant. Vous y connaissez en cuisine? Vous savez, j'en fais un petit peu de temps en temps et ce soir, si on a choisi ce restaurant, c'est pour une très bonne raison. Vous appelez comment? J'ai un petit restaurant à côté de Lyon. Les uns ont besoin des autres. Enfin, les journalistes ont besoin de la cuisine a besoin des journalistes. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai que jamais. Si on n'est le pas indispensable de notre industrie. Enfin, on peut faire les plus belles choses du monde. Si jamais personne n'en parle, ça ne va pas activer l'économie de cette industrie. Point. Moi, je me suis installé un mardi. Le vendredi soir, Philippe Coudert parlait de moi à France Inter. En 5 minutes, le restaurant s'est rempli. Le lendemain, le relais a été pris par Henri Gros et Christian Millot sur Europe 1. Et le restaurant n'a jamais désempli. Presse écrite, guide gastronomique, édition, radio et enfin télévision présentent tour à tour la nouvelle cuisine. Conscients de leur bonne fortune et prêts à utiliser ces médias pléthoriques, les chefs profitent largement de ces nouvelles formes de communication. Ils deviennent les meilleurs clients des plateaux de télévision. Vous êtes le cuisinier le plus médiatisé de France, très certainement. Comment est-ce que vous avez fait pour séduire les médias? De France, je pense que vous êtes un petit peu légère. Moi, j'aurais dit du monde. Pardon. Comme dit Paul, on est là au bon moment. Et on comprend que c'est le moment de découvrir le monde et d'aller faire des repas partout dans le monde et d'aller dispenser le goût de la cuisine française et des vins français. Donc ils partent bien sûr avec des produits français, des vins français, des chefs français, voilà. Et ils parcourent le monde comme ça. Et ça essaime, et je crois que l'on vit encore sur cet input qui a été donné dans les années 70
par les chefs de l'époque, ils sont une quinzaine. C'était l'Amérique d'alors qui nettoyait par exemple leurs huîtres sous le robinet d'eau de Javel, enfin, etc. C'est l'estragon, l'échalote, on ne connaissait pas. Avec Paul, avec Verger, avec Trois Gros, quelquefois avec Chapelle, enfin quelques-uns, et nous partions aux États-Unis, mais on est arrivé là-bas un peu comme des pionniers. Et c'est là où les choses ont commencé à évoluer. 0, 0, 28 or 38. Three temperatures. Frigo et positif. Cette volonté d'être un aventurier, de saisir la proposition, de dire tiens, Orlando, oui, on va concourir avec Gaston Lenôtre et Roger Verger pour opérer un restaurant chez Disney. On va essayer, on va le faire, voilà. Il n'y avait pas de limite, en fait, si ce n'est de prendre le risque de ne pas réussir. À Epcot, le Disneyland géant ouvert en 1982 en Floride, les chefs français franchissent un nouveau cap. Le succès est immense. Chaque jour, le restaurant sert des milliers de couverts et fait découvrir aux Américains un petit bout de cuisine française. On s'arrache les chefs tels des rockstars. À New York, Michel Guérard installe une réplique du restaurant qu'il avait ouvert à Paris avec Régine, la reine de la nuit. Le succès du Régine Scailla, qui a été un très beau succès quand même. On avait même obtenu une étoile Michelin, vous vous rendez compte, dans un cabaret, pas évident. Et donc elle a décidé d'ouvrir à New York et elle m'a demandé de l'accompagner. Donc on a ouvert un restaurant à New York, Régine's. Alors évidemment dans une ambiance folle. Régine connaissait tellement de monde, ces soirées au Régine, c'était rempli de personnages qu'on avait l'habitude de voir sur les écrans, d'autres personnages comme Andy Warhol, enfin voilà. Donc une ambiance rare, je ne sais pas même si aujourd'hui on pourrait prétendre organiser ou vivre la même. C'était une belle folie. New York, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, ce que va faire Guérard chez Régine, c'est déjà une cuisine avancée. Il y a le Lutèce, il y a la Grenouille, il y a 10 restaurants dont on parle à New York, dont la planète est ouverte à recevoir la cuisine française, à l'accueillir. Alors j'ai eu l'occasion de faire la couverture de Time. On n'est pas tellement de Français, c'est dire si c'était surprenant. J'étais évidemment très surpris moi-même parce que j'ai quand même toujours été habité par le doute et une forme d'humilité. Donc j'étais surpris. Eh bien, nous voilà à Los Angeles. Nous sommes un peu à la conquête de l'Ouest. Parce que finalement, New York, c'est un peu la banlieue de Paris. Nous sommes venus, là, avec mon ami Roger Verger, donner un concert de cuisine. Les cuisiniers français se répartissent le monde. Pierre Troisgros, de son côté, est appelé au Japon pour ouvrir une succursale du célèbre restaurant Maxim's. Je vais dîner chez Maxime. J'espère. Comme j'avais travaillé avec M. Humbert chez Maxime, M. Vaudable et les Japonais ont décidé d'ouvrir un Maxime à Tokyo. Ils ont cherché un chef pour diriger la brigade. C'était un événement fort, il n'y avait pas de cuisinier au Japon. Donc c'est une grande aventure parce que c'était une découverte d'abord de la cuisine japonaise, très créative, où on exploite des nouvelles formes de cuisson. Donc la vapeur avait à cette époque-là aussi pris beaucoup de pas.
où on emploie beaucoup d'épices. Les cuisiniers commencent à voyager à travers le monde, prennent des idées à droite à gauche, et ça crée un nouveau climat. Je veux dire, faire manger du poisson cru à Roanne, c'était pour ainsi dire impossible, parce que c'était empoisonner le monde, manger du poisson cru, quelle audace! Michel Guérard est installé depuis 1974 à Eugénie-les-Bains avec son épouse Christine. Après plusieurs décennies, alors que sa cuisine minceur s'est répandue dans nos assiettes du quotidien, il continue, jour après jour, à inventer de nouvelles saveurs et à mettre en scène une cuisine toujours plus surprenante. Aujourd'hui encore, je suis davantage marqué par le fond que par la forme. Café vert, fleur de citronnier, pamplemousse. Ce que je cherche, c'est à mettre en place des sensations à la fois élégantes mais charnelles. Vous voyez, un petit peu comme ces femmes alanguies qu'on voit dans les peintures du 19e siècle. Pourquoi du café vert? Je vais vous expliquer. C'était un jour d'hiver, je buvais un café là, mais il m'arrive parfois de mettre un zeste de citron dans le café. À partir de ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait fonctionner avec le café, le citron? Et je suis arrivé à l'huître. Et je me suis dit, bon, pour faire boxer dans la même catégorie l'huître et le café, c'est pas évident. Alors j'ai fait une mousse de café et c'était immangeable. Immangeable. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer du café vert. C'était toujours immangeable. En fait, j'ai fait torréfier un peu le café vert, juste ce qu'il faut. Hein, on a notre dosage bien précis, Olivier. Hein, et on arrive à un truc qui tombe parfaitement bien, de mon point de vue en tout cas, avec l'iode. Si on mangeait cette cuisine les yeux bandés, on ait le même plaisir gustatif qu'en la regardant. Tellement ce côté gustatif est prenant. Pour accompagner ces huîtres-là, on fait chauffer les chapeaux d'huîtres et dessus, on pose un petit croustillant de seigle et dedans, il y a du crabe, crevettes, gingembre, enfin, qu'est-ce que vous avez mis dedans, Olivier? Il y a avec du beurre de micelle. Du beurre de micelle, voilà. Et donc ça, c'est chaud, on croque ça chaud avec l'huître froide, voilà. C'est sympa, non? Eux, ils ont écrit l'histoire. Il n'y avait pas de précédent avant cette génération-là. Moi qui suis chasseur, les vols de canard. Un esprit de modernité, de création qui arrive sur la cuisine française traditionnelle. Et moi, j'ai vécu tout ça en direct. Nous passons au briefing de la mission. On s'appelle le Atos 8 avions. Ça sera à 13h et on a un créneau de 13h à 13h30 en local. Donc ça, on se contacte à 12h45 sur 19. Fumée coupée, top. Tonneau, top. Boucle. Tourne à droite. Je rends du trim. Et je dégauchis maintenant. Je vais mettre mon chapeau. Si dans la vie d'un cuisinier, dans l'histoire de la cuisine, il reste un seul plat, c'était un grand cuisinier. Paul, on va mettre en route le balai. Oui, d'accord. Voilà, tout s'est bien passé là. Impeccable. Et c'est dans les yeux des autres que j'ai compris ce que pouvait apporter aux gens la cuisine et ce que ça, la fascination qu'ils en avaient. Pourquoi ils s'adaptent? Parce que ce sont des chefs qui ne mettaient pas d'opposition entre tradition et innovation. Que ce soit Alain Chapelle, que ce soit Michel Guérard, que ce soit Paul Bocuse, que ce soit Alain Sandras, d'autres, ils avaient envie de quelque chose. Tout va bien? Ça va, impeccable. Il y a des moutons en bas. L'histoire, elle s'écrit tous les jours de la gastronomie. Demain, elle sera différente.
poitrine de mouton, un peu dégraissée, mais pas trop. Pommes de terre qui tiennent la cuisson, coupées en rondelles grossières, comme on dit en termes de cuisine, des gros oignons, coupés de la même façon, une tranche de pommes de terre, une tranche d'oignon et des carrés d'agneau. Ensuite, oignon grelot, poivre blanc, poivre noir, bouquet garni, de l'eau, pas de sel. Très important. Très important. Pas de sel, 2h30 de cuisson, les feux vifs au début, puis vous baissez, émulsion pendant 2h30. Et vous retirez la cumoire. Et ensuite, dans l'assiette, Worcestershire sauce.